Bonsoir à tous et bienvenue sur le ring de Campus Channel. Ce live est consacré au Taj-Maj et spécifiquement aux épreuves de calcul et de conditions minimales. On va s'entraîner ensemble, on a grossièrement 1 heure pour s'entraîner ensemble et on a invité Franck Atlan pour se préparer, pour que vous puissiez avancer sur ces deux épreuves. C'est du live, c'est vous qui allez poser les questions, c'est vous qui allez interagir avec Franck pendant 1 heure. L'idée étant de débroussailler ces deux épreuves qui sont souvent parmi les plus redoutés. Et en plus redouté, c'est ça. Franck, je te présente, mais parce que c'est la peine de te présenter. Oui, je te présente quand même. Franck Atlan, tu es le fameux auteur de la Bible du Taj-Maj et le directeur de la Prépa Orlum. C'est bon? Oui. On a tout dit. C'est pas mal déjà. Ok, donc voilà, je propose que cette séance d'entraînement ensemble, on la divise grossièrement en 3. On va prendre à peu près 10 minutes ensemble pour poser en gros les généralités sur ces deux épreuves et qu'on puisse désamorcer toutes les questions génériques que vous pouvez vous poser sur les conditions minimales et sur les épreuves de calcul. Ensuite, je vous invite à télécharger le document sur lequel sont inscrits 8 questions, 4 de calcul, 4 de conditions minimales, que Franck va traiter en direct et sur lesquelles vous allez pouvoir interagir directement. Et enfin, on traitera de vos questions, toutes les questions qui ont pu être suscitées pendant le live et qui n'auront pas pu être traitées pendant la résolution des exercices. On commence par ces 10 premières minutes. Oui. Franck, qu'est-ce qu'on a besoin de dire sur ces épreuves? Qu'est-ce qu'il est utile de savoir sur ces deux épreuves de calcul et de conditions minimales? Bon, déjà, il faut que tu saches quand même que tu as deux grands clichés qui tournent autour de ces deux épreuves. Le premier, c'est que c'est très difficile, parce que forcément, on a toujours peur de ces questions de calcul qui font appel à de la géométrie, qui font appel à des pourcentages, des moyennes, des choses qu'on n'a pas forcément revues depuis la classe de 3e. Et le second cliché, c'est que les littéraires, ou ceux qui ne sont pas a priori ingénieurs, ou économistes, ou plutôt économétristes même on pourrait dire, ne pourraient pas réussir. Ok, enfin c'est peut-être des clichés, mais il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Non, bien sûr. Alors sur le premier point, est-ce que le programme est vraiment difficile? J'ai envie de te dire que non, parce que ça remonte vraiment au programme de 3e, c'est quand même la bonne nouvelle. T'imagines bien que lorsque tu vas avoir des étudiants qui ont fait de la philo après le bac, ou des sciences, ou du chinois, ou des maths, il faut bien mettre tout le monde d'accord sur un ensemble de notions qui sont connues de tous et de toutes, et dès lors, la 3e fait quelque part vraiment office de juge de paix, parce qu'on a vraiment un programme que tout le monde est censé avoir validé. Tous les Français qui ont étudié en France, à un moment donné, ont forcément passé le brevet. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Il faut connaître tout le programme de 3e. Donc maintenant, est-ce que c'est pour autant difficile véritablement? Je ne crois pas, parce que les notions sont vraiment pas abstraites pour un sou. On a vraiment affaire à des notions qui sont extrêmement pragmatiques. Et dès lors qu'on se destine à des études en école de commerce, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On aura besoin à terme de maîtriser le calcul mental, d'avoir de vraies notions autour des pourcentages des moyennes qui sont très récurrents, quel que soit le métier qu'on va pratiquer plus tard. Ok, si on prend les conditions minimales, conditions minimales et calcul, est-ce qu'il y a des stratégies à adopter sur ces deux épreuves? Oui, alors, juste, je reviens, excuse-moi, sur le deuxième cliché, peut-être par rapport au fait que les littéraires sont un peu moins avantagés que les ingénieurs. Là, encore une fois, c'est faux, c'est vraiment un a priori qui n'est pas juste, parce que ce sont des épreuves qui, justement, peuvent même parfois favoriser les esprits qui ne sont pas forcément matheux, pur jus, pour des raisons simples, c'est que on va avoir affaire à des épreuves, à des questions qui sont vraiment très pragmatiques de terrain, des choses qu'on peut manipuler de façon intuitive, même parfois avec beaucoup de bon sens. Dès lors, c'est pas parce qu'on est très fort en maths avec des grosses équations et des énormes pages d'analyse ou d'algèbre qu'on a pu se manger quand on était en prépa en format de sup qu'on est forcément avantagé. Naturellement, il y a la on est plus familier avec les maths et le calcul quand on vient d'une base ingénieure, mais les littéraires peuvent très très bien réussir, et je le vois à la prépa, les littéraires marchent très bien au niveau du calcul. Ok, ça va, on est tous rassurés. Alors au niveau de la stratégie maintenant dont tu me parles, tu as tout à fait raison, il y a des stratégies gagnantes pour le calcul et les conditions minimales de Taj-Maj. Alors déjà, ce sont comme des épreuves où il va bien falloir gérer son temps et se fixer un objectif. Donc je ne vais pas revenir sur cela, je crois qu'il y a déjà eu un live là-dessus. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment important de se dire qu'au démarrage, il faut toujours baliser l'épreuve, les 15 questions avant de commencer. Pour une raison simple. Qu'est-ce que tu appelles baliser? C'est-à-dire qu'il faut vraiment lire et passer en revue l'ensemble des questions. C'est-à-dire qu'il faut quelque part poser des balises. Il faut que tu puisses... Ah, tu les lis avant en fait. Il faut toutes les lire avant.
en diagonale. C'est-à-dire que tu entames ton temps par question, en fait, au final. Mais c'est un temps qui va être bénéfique, c'est un temps qui va effectivement peut-être durer allez, 45 secondes, ce qui est effectivement beaucoup sur 20 minutes, parce que tu as quand même 15 questions à résoudre dans 20 minutes, mais tu as dans ces 45 secondes que tu mets à disposition de cette lecture rapide et en diagonale, une occasion unique d'entourer les questions qui te parlent, qui te sont familières, parce qu'il y aura forcément des questions que c'est ça le critère, c'est la familiarité? Il faut que tu trouves quelque part dans les questions que tu lis des choses qui te parlent. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu aies le temps de repérer les questions sur lesquelles tu penses déjà avoir des facilités pour les traiter, parce qu'il y a quand même des choses qui sont récurrentes au TageMatch, comme la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des questions qui retombent, qui reviennent, il y a des typologies de questions qui vont retomber. Imagine quelqu'un par exemple qui n'aime pas la géométrie. Tu peux pas à un moment donné devenir une brute en géométrie si tu n'aimes pas ça. Ok, cette stratégie, elle vaut pour les conditions minimales et pour le calcul, elle vaut pour toutes les épreuves, mais encore plus pour le calcul et les conditionnels, parce que là le temps est vraiment compté, et en plus il y a vraiment des étudiants, on le sent, on le voit, qui ont des difficultés sur toutes les questions autour par exemple des pourcentages ou des moyennes, donc ils vont plutôt d'abord commencer par les questions qui sont plus faciles. Ok, ça c'est le premier point en fait. Est-ce qu'il y a un autre point important? Le second point c'est d'abord les questions très courtes, parce qu'il y a toujours un équilibre, une harmonie entre des questions longues, des questions courtes, et l'avantage des questions courtes c'est qu'on sait ou on sait pas, c'est l'avantage du calcul quand même, tu sais le calcul on n'hésite pas. En français on va hésiter, on en parlera dans un prochain live, mais en calcul on n'hésite pas, je veux dire c'est où tu as le bon fit avec la question, la bonne façon d'y arriver, la bonne formule, les bonnes méthodes, les bons réflexes, ou tu ne les as pas. Donc les questions courtes au moins, elles te donnent tout de suite le ton, tu sais ou tu sais pas. Donc on commence par les questions courtes, on sait tant mieux, on fait ça en 10 secondes, et une question courte c'est une ligne ou deux, ou trois même. Et on ne sait pas, on passe à la suivante et on reste pas trop longtemps coincé sur une question. Maintenant, j'ai une autre chose à te dire qui est très importante. Il faut lire les questions de calcul comme si tu ne peux les lire qu'une fois en fait. C'est un peu curieux, mais il faut te dire que tu n'as qu'une seule chance de lire ta question de calcul. Pourquoi? Parce que ça va t'obliger en fait à chaque fois à essayer de comprendre véritablement ce qu'on te demande de chercher et avoir une lecture qui va produire un bénéfice supplémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut, et on va le voir ensemble de toute façon, ce qu'il faut c'est que quand tu lis une question, tu te demandes est-ce que je peux pas, au moment où je lis, au fur et à mesure que je lis, essayer de trouver déjà un bout de résolution ou traduire différemment la chose qui m'est exposée. Donc, si tu veux le faire bien, ça, il faut vraiment que tu sois dans une posture qui est je ne peux lire la question qu'une fois. Ça vaut pour l'entraînement du coup, c'est-à-dire qu'il faut commencer dès maintenant, parce que l'intuition n'est pas forcément de la lire qu'une fois. Non. Et non, parce que tu sais que quand tu lis en fait 2 ou 3 fois, le calcul c'est vraiment l'épreuve anxiogène de base, et quand tu vas refaire la question une deuxième ou une troisième fois, en vérité tu n'es pas concentré. Et sur les conditions minimales, ça paraît plus difficile de les lire qu'une fois, parce que... Non? Alors non, parce que en fait la méthode consiste à vraiment décortiquer l'énoncé et à essayer de le dépecer vraiment autant que possible avant de commencer à lire. Tu prends plusieurs fois. Non, parce que justement, à chaque fois tu vas essayer de le lire qu'une fois. C'est vraiment possible? Mais oui, c'est possible. Et ça marche très bien parce que je connais même des étudiants qui font tout de tête sur ces épreuves-là, qui n'écrivent rien, et parce qu'ils sont tellement concentrés et qu'ils vont, en lisant une fois la question, trouver du premier coup la réponse. Le seul moment où ils vont écrire, c'est s'il y a une multiplication, une division à poser, auquel cas, il ne faut pas non plus croire que tout le monde peut faire des divisions de tête, donc ils vont quand même le faire de façon écrite. Donc ça, c'est très important, d'être dans une posture qui est de ne pas croire qu'on va lire et relire la question indéfiniment, parce que moi j'ai vu les candidats perdre parfois jusqu'à 3 minutes, 4 minutes sur une question, et ils ont vu le temps passer, ils sont à 15 minutes, ils n'ont fait que 3-4 questions, ce qui est évidemment trop peu. Ok, un dernier truc ou... Écoute, c'est l'essentiel là. Non, je dirais surtout qu'au niveau du cours, il faut faire attention. Le cours au niveau du TageMatch en calcul est un cours qui va demander quand même pas mal d'entraînement. Le calcul mental, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est comme un muscle. J'allais y venir en fait. Sur la préparation de ces 2 épreuves, tu conseilles quoi? Le cours déjà. Il ne faut pas commencer à chercher à faire des exos si le cours n'est pas connu. Et il faut surtout être dans une... Qu'est-ce que tu appelles le cours? Le cours, c'est par exemple en calcul, tu vas avoir des formules de géométrie à connaître, tu vas avoir des pourcentages à calculer, tu vas avoir des formules autour de Thalès, de Pythagore sur la géométrie, tu vas avoir des formules sur la moyenne pondérée ou le barycentre sur les moyennes, tu vas avoir du cours sur l'arithmétique avec les critères de divisibilité sur 5, 7, comment je reconnais un nombre qui est divisé par 4, un nombre qui est divisé par 3, un nombre qui est divisé par 9. Et j'ai envie de te dire que le candidat qui est vraiment investi dans sa tâche au niveau du calcul et des conditions minimales, il va se poser lui-même les questions qu'il sait
être difficile pour lui. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a du mal en pourcentage, par exemple, à convertir une fraction en pourcentage, il ne faut pas qu'il s'arrête au cours qui dit que 1/8 c'est 12,5%, que 1/4 c'est 25%. Il faut qu'il dise, allez, 2/7 c'est quoi en pourcentage, 3/8 c'est quoi? Et il s'amuse à calculer. Et les candidats qui savent eux-mêmes doser la difficulté selon leurs propres besoins sont ceux qui finissent par réussir très bien parce qu'ils ont quelque part augmenté au fur et à mesure le niveau selon leurs besoins. Donc on ne va pas s'arrêter au cours pour en parler, se faire des applications simples sur lesquelles on sent qu'on peut buter. Ok, sur les conditions minimales, parce que pour le coup, ça c'est une épreuve qui est très différente, tu as raison. On peut se préparer vraiment, enfin comment on s'y prépare? Alors tu sais que l'épreuve des conditions minimales, c'est comme l'épreuve sur laquelle, quand tu mets en test des candidats qui n'ont rien vu au Taj-Maj, c'est l'épreuve où tu as des scores négatifs. Hein. Donc c'est quand même assez rarissime, ça veut dire que c'est la seule épreuve du Taj-Maj qui donne des scores négatifs pour les candidats qui découvrent l'épreuve à brûle pour point, qui ont 20 minutes pour découvrir l'épreuve des conditions minimales. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve où les modalités sont très particulières. C'est une épreuve où tu vas avoir pour les 15 questions, 5 choix de réponse qui sont immuables, qui sont identiques. C'est pas comme en français où ça change à chaque fois. Tu vas avoir pour chaque question 5 réponses qui seront les mêmes et il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Par ailleurs, c'est une épreuve très piégeuse. Tu vas avoir par exemple quelle est la valeur de x, où tu vas croire que finalement on me demande une valeur, des valeurs, peu importe, alors que tout l'objet de la question c'est de savoir s'il y a une valeur unique, une seule, pour x. Donc les candidats qui ne savent pas ça, ils sont un peu embêtés. Un candidat qui ne sait pas par exemple qu'un âge, c'est un âge qui est un nombre entier, je peux pas avoir 12 ans et demi au Taj-Maj, je peux pas avoir 13,1 ans, je peux avoir que 13, 14, 15 ans. S'ils ne savent pas ça, ils sont embêtés. Des candidats qui ne savent pas que la réponse C est la réponse que l'on va envisager pratiquement en tout dernier lieu, pratiquement en avant-dernière étape, sont des candidats qui vont se louper parce que la réponse C, c'est la réponse en gros où tu vas dire que l'information 1 et l'information 2 ensemble permettent de répondre à la question. C'est un peu ce qu'on fait naturellement, on prend tout ce qu'il y a et on mixe. C'est une erreur immense. Il faut d'abord se dire qu'il y a la réponse A, la réponse B et la réponse D qui sont toujours prioritaires aux réponses C et E. Mais ça, c'est un peu dans le détail maintenant. Ok Franck, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou on passe à la deuxième étape? Je pense qu'on peut y aller. On y va? Allez. On se met au tableau? C'est parti. Ok, je te laisse installer Franck. Pendant ce temps-là, je voulais juste vous dire à tous que on va résoudre ensemble 8 exercices. Ces 8 exercices sont dans le PDF qui se trouve, que vous pouvez télécharger à partir de l'espace de chat si vous ne l'avez pas encore téléchargé. On va traiter 8 questions ensemble, 4 de questions de calcul et 4 de questions de conditions minimales. Et ce qui est très important en fait, c'est que vous utilisiez aussi ces questions à chaque fois pour poser vos questions à Franck. On va essayer, si vous avez des questions qui portent sur l'exercice en tant que tel, on va les traiter directement. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions au fil de l'eau au moment où Franck traite l'exercice. Ah bah c'est génial, si en fait. Bah oui. Magie. Ok. On commence, explique-nous Franck, on commence par quoi? Alors déjà, j'espère que tout le monde voit bien le tableau. Alors vois-tu, là on a affaire à une question en fait qui est la première question de calcul, où on va voir ensemble une méthode qui est très importante, ça s'appelle les inconnues entières. Les inconnues entières c'est quoi? Ce sont des inconnues qui sont par exemple des chiens, des chats, des vaches, des voitures, des choses qu'on ne peut pas diviser, qui sont forcément entières. Donc je peux pas par exemple avoir 3,5 voitures, 2,7 chats, ou racine de 7 chiens. Les inconnues entières sont des inconnues qui sont donc entières, donc qu'on doit trouver de telle sorte que je ne peux tomber que sur une réponse qui peut être 1, 2, 3, 406 ou 702. C'est important parce que figure-toi que les candidats qui ont eu la première question, donc je la lis rapidement, oui, tu peux la lire en fait. Un concessionnaire a liquidé ce mois-ci tous les modèles de voitures de sa concession, 60% des voitures vendues étaient des essences, 2/7 étaient des diesels et 92 étaient des hybrides. Donc là tu as des pourcentages, 60%, 2/7 qui sont donc une fraction, et 92, un nombre effectif de voitures qui sont vendues. La question qui est posée, c'est combien de voitures ont-elles été vendues, sachant qu'il a tout vendu. Donc il a vendu 60%, on a dit, d'essence, 2/7 de diesel, 92 voitures qui sont des hybrides. La question, c'est combien a-t-il vendu au total de voitures? Et là, figure-toi que le réflexe, d'abord, de poser une équation, parce que beaucoup de candidats se disent, attends, c'est une équation, si x est le nombre total de voitures vendues, 60% de x, plus 2/7 de x, plus 92, donne toutes les voitures vendues, X. Naturellement, on peut croire que c'est la façon la plus efficace, mais naturellement, c'est pas du tout le cas. Parce que figure-toi qu'on peut finir le calcul en Taj-Maj, c'est quand même la bonne nouvelle, et que dès lors, quelqu'un maintenant qui va lire comme je l'ai la question va y arriver. Pourquoi? Regarde bien. Un concessionnaire a liquidé ce mois-ci tous les modèles de voitures. On me pose la question à la fin, c'est combien de voitures a-t-il vendu? Bon, déjà, l'inconnu est entière, c'est pas une inconnue au jour des virgules. 60%. Un candidat qui a bien travaillé, il sait naturellement que 60% c'est 3/5. D'office, il le sait. 3/5, donc il dit 60%, il dit 3/5.
C'est comme si tu lis Dora, bah, c'est ma mère. Donc forcément, tout de suite, je traduis qui est quoi. Donc 3/5 des voitures vendues sont des essences. 2/7 sont des diesels. 92, c'est des voitures hybrides. Il va se dire quoi? Il va se dire attention, si je veux avoir 3/5 des voitures vendues qui donnent un nombre entier de voitures, car tu imagines bien que, pardon, les essences, tu imagines bien que les essences qu'il a vendues, c'est quoi? C'est 80, c'est 64, 120 essences. Il a vendu un nombre entier d'essences. Pour que ce nombre entier de voitures essence, pour que ce nombre, excuse-moi, de voitures essence soit entier, il faut que les 3/5 des voitures vendues soient lui-même un nombre entier. Comment est-ce qu'on peut avoir ça? C'est en ayant un x, un nombre total de voitures qui est divisible par 5. C'est la seule façon. Regarde, prends x par exemple qui vaut, je sais pas moi, prends 21. 21, bah c'est pas divisible par 5, tu le sais. 21/5, ça va faire quoi? 4,2. Or, 4,2 c'est quoi? C'est un nombre qui n'est pas possible, qui n'est pas logique, c'est pas du bon sens. Tu peux pas vendre 4,2 voitures essence, c'est impossible. Donc figure-toi qu'on va faire quoi? Qu'on va dire en gros que les 3/5 de voitures vendues, c'est un nombre entier, donc x divisible par 5. De la même façon, 2/7 de x, il faut que x soit divisible par 7. Maintenant, quelles sont les solutions qui sont à la fois divisibles par 5 et divisibles par 7? Premier critère, il faut savoir qu'un nombre divisé par 5, c'est un nombre qui finit par 0 ou par 5. Facile. La A reste, la B reste. 790 et 805, qui sont les deux seules solutions qui sont divisibles par 5. En gros, ça, tu penses qu'on peut l'identifier au bout de combien de temps? Enfin, c'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui a bien bossé, il l'identifie super rapidement. Ah bah, il sait déjà qu'une inconnue entière, ça va être banco, ça va être gâteau. Parce qu'une inconnue entière, c'est très facile. C'est la logique, c'est du bon sens. Il faudra que le nombre soit divisible par 5 ou par 7. Et donc déjà, il sait que c'est ou ça ou ça. Après, lequel des deux maintenant est divisible par 7, parce qu'on sait déjà que lui c'est 5 et lui c'est 5 aussi, c'est bien sûr 805, qui vaut quoi en fait? Qui vaut 770 pour simplifier plus 35. Ces deux nombres étant divisibles par 7, 805 est bien divisible par 7, et c'est le seul nombre, figure-toi, qui est divisible par 5 et par 7, et les concepteurs naturellement savent ne mettre qu'un seul nombre qui est à la fois divisible par 5 et par 7. Donc vois-tu, en trouvant deux solutions qui sont divisibles par 5 et par 7, on trouve en 2 secondes la réponse. Ok, 805. imagine que j'arrive pas à passer l'étape suivante, c'est-à-dire que je reste entre 790 et 805. Tu divises? Non mais imagine que je bloque en fait. Là, question de stratégie globale, en fait, je peux en mettre une au pif en fait. J'ai vraiment intérêt à mettre une au pif parmi les deux. Non, tu peux pas bloquer là-dessus en fait, c'est impossible. Mais si je bloque, tu peux pas. Si j'ai un coup de stress, tu peux pas. Il faut que je passe à la question suivante. Alors, écoute, vraiment, tu attends de voir où t'en es. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas d'abord, avant de faire ça, tu vas passer une autre question quitte à revenir après dessus. Mais dans un premier temps, il vaut mieux ne pas répondre au hasard. Il vaut mieux attendre d'accumuler éventuellement 3 ou 4 cas comme ça où on peut répondre au hasard. Parce que sache que sur 4 cas, ce qui va se passer concrètement, tu réponds au hasard sur une, tu gagnes plus 4. Et quitte à répondre après faux sur le reste, ça fait donc moins 1, moins 1, moins 1. Tu es gagnant sur un point à la fin parce que plus 4, moins 1. D'accord, mais t'as intérêt à les stocker et à revenir dessus, c'est possible? C'est pas... Bah, parce que franchement, en calcul, t'es pas censé hésiter, quoi, vraiment. Parce que encore une fois, quand t'arrives là, je pense que c'est pas malheureusement le bon cas où tu peux hésiter. Ok, non mais oui, il faut répondre au hasard. Sur un cas sur deux, naturellement, tu réponds au hasard. Parce que... Mais t'as intérêt à répondre au hasard. Bien sûr, il faut avancer, mais je le ferai pas parce que dans un premier temps, enfin je le ferai à la fin, je le ferai pas tout de suite parce que je pense qu'il y a encore une chance de revenir dessus et d'être sûr de son coup. Ok. Est-ce qu'on passe à la question suivante? Non, parce que je vais te dire aussi autre chose qui est très important, c'est que imagine que maintenant tu vas avoir quelque chose qui ressemble à ça. Imagine une équation au Taj-Maj qui ressemble à la racine de P sur 2 plus 3 quarts de P plus je sais pas moi, 27 égale P sur 8. Et ben, si tu sais que la connue est entière, ça prend 2 secondes, tu cherches en fait un nombre qui divisé par 2 à la racine donne un nombre entier. Naturellement, là, il faut que l'inconnue soit entière. Et là, en fait, tu vas chercher en fait un nombre qui est au carré qui divisé par 2 donne un nombre entier à la racine. Donc là, par exemple, on imagine bien 8 qui marche bien. On imagine pourquoi pas aussi 98. Tu sais pourquoi? Parce que 8 divisé par 2, ça fait 4. La racine de 4, c'est 2. 98, c'est divisé par 2, ça fait 49. Et la racine de 49, c'est 7. Donc vois-tu, c'est très simple dès lors qu'on sait qu'on a affaire à des inconnues entières. Et ça arrive très souvent en Taj-Maj. Voilà, je suis pas sûr que tout le monde te dise c'est très simple au moment où tu parles, mais bon. C'est vrai? Bon, écoute. C'était le premier. J'imagine qu'ils ont bossé un petit peu avant quand même. On passe au deuxième? Allez, deuxième question. C'est une question ici
où on va avoir des notions de vitesse, temps et distance. Là encore, il faut que tu comprennes une chose, c'est que ces questions que j'ai choisies sont des questions qui peuvent ou se résoudre effectivement en 1 minute, 22 minutes, si on a juste le cours en tête, mais qui peuvent être résolues en 20 secondes si on a une bonne pratique et une bonne stratégie. Ici, figure-toi qu'il y a une formule qui nous explique que, je donne d'abord la formule, après je te lirai l'énoncé. La formule dit que quand tu as en fait un point A et un point B, que tu fais l'aller de A vers B, puis le retour de B vers A, que la vitesse que tu mets pour aller de A à B, c'est V1, que la vitesse que tu mets pour aller de B à A, c'est V2, donc on va dire ça c'est l'aller et ça c'est le retour, et bien la vitesse moyenne, ça va pas être V1 plus V2 divisé par 2, ça va être quoi en fait? Ça va être 2V1 fois V2 sur V1 plus V2. Ça, c'est une formule qu'on doit connaître. Hein. Qu'on doit connaître. Elle n'est pas intuitive. Non, il faut la connaître. Et d'ailleurs, on pourrait très bien résoudre l'énoncé grâce à cette formule-là. Sauf que, j'ai envie de dire que c'est bien d'apprendre son cours parce qu'on pourra toujours se reposer là-dessus. Et l'avantage du cours et des formules ou de l'équation qu'on a posée tout à l'heure, c'est que malgré tout, on peut être bourrin et on va finir par y arriver et résoudre l'équation. Tout à l'heure, tu m'as dit, j'hésite. Bah, tu résous l'équation à ce moment-là. Ça prend plus de temps, mais au moins tu es sûr de ton coup. Et plus 4, c'est mieux que moins 1. Donc pour le coup, on pourrait très bien résoudre avec ça. Maintenant, j'ai envie de te dire comment est-ce qu'un élève malin résout la question. Allons-y. En ne lisant qu'une seule fois. Donc là, on doit être capable ensemble de lire une fois la question et de la résoudre sans rien écrire au tableau. T'as une question en fait qui vient d'arriver en même temps. J'y réponds tout de suite. Comme tu veux. Tu gardes ton élan ou... Allez, j'y réponds. La question c'est, peut-on vraiment apprendre toutes les formules? Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à peu près une centaine. Donc ça va très vite. Dès lors, il faut s'y mettre, c'est du par cœur. Et c'est pas bien méchant. Il y a quoi? Il y a 12 ou 15 chapitres en calcul. Chaque chapitre, c'est 4, 5, 6 grosses formules. C'est à peu près 100 formules à connaître, c'est pas beaucoup plus que ça. Alors, je lis... non, vraiment, il n'y a pas de choix. Mais là, tu vas nous expliquer que finalement, sans formule, tu t'en sors. Non, je dis juste que quand tu n'as pas l'intuition, quand tu n'as pas le sang-froid, quand tu n'as pas tout ton esprit, les formules te sauvent. Tes formules, c'est ta canne, si tu veux. Ok, mais si tu as de l'esprit, là, tu peux aller plus vite. Bien sûr, alors c'est parti. Le trajet d'une course, je lis exprès doucement parce que c'est comme ça que je lis, moi, quand je lis une question, consiste à aller jusqu'à un relais, puis à revenir à son point de départ par le même chemin. Bon, ok, un aller-retour. L'aller est en descente, le retour est en montée. Un coureur a mis 360 minutes. Combien d'heures ça fait, François? 360 minutes. Bien sûr, 6 heures. Pour parcourir la distance. Ok. Il a parcouru l'aller à 8 km/h, le retour à 4 km/h. Quel est le lien entre 8 km/h à l'aller, 4 au retour? C'est 2 fois plus rapide à l'aller qu'au retour. Quand tu es 2 fois plus rapide à l'aller qu'au retour, tu conviendras qu'on met 2 fois moins de temps à l'aller qu'au retour, forcément. Si je suis 2 fois plus rapide à l'aller qu'au retour, et que c'est la même distance, je mettrai 2 fois moins de temps à l'aller qu'au retour. La question est, quelle est la longueur de la distance de cette course? S'il a mis 6 heures au total, qu'il a été 2 fois plus rapide à l'aller qu'au retour, ça veut dire qu'il y a eu 2 heures à l'aller et 4 heures au retour. Or, tu sais, cette sacro-sainte formule qui est que la distance que je cherche, quand même, allez, j'écris ma formule que j'ai appris, c'est la vitesse fois le temps. Ton temps, tu l'as. Ta vitesse, tu l'as, c'est 8 km/h. Ta vitesse, tu l'as, c'est 4 km/h. Ça fait donc 16 d'un côté kilomètres, 16 km, et la somme fait bien 32 km. Réponse E. Comme tu vois, on n'a pas utilisé la formule, on s'est juste posé. Je suis d'accord, j'en conviens, hein, il faut du sang-froid. C'est ça en fait. Mais oui, mais c'est du sang-froid, mais je te dis qu'il fallait s'entraîner. C'est que tout est fait pour qu'au final, dans un moment, on se dit, on perd le fil. C'est terrible, tu perds le fil. Oui, sauf que ce que je viens de faire, ça demande beaucoup de courage. C'est pas simple, parce que le cœur bat vite parfois au tâche-mage, et de concentration, et surtout de se dire, je n'ai qu'une fois pour le lire, donc j'ai intérêt à me bouger, j'ai intérêt à mettre en relation les choses, j'ai intérêt à écarter le superflu de l'essentiel, j'ai intérêt à faire ce travail-là. Et ce travail-là demande de l'expérience. Ok ? Ok, ça marche. Super. Alors,
On passe à la troisième question. Bien sûr. Alors, la troisième question nous dit, dans une brasserie, un fût de bière de 91 litres. Alors, tu sais que 91, c'est pas un nombre anodin au Taj Mahal. Il y a des nombres comme ça qui reviennent. Hein. Pourquoi il n'est pas anodin? Parce que 7 x 13, en fait. C'est un nombre qui n'est pas facile à décomposer. Parce que tu as affaire à deux nombres premiers. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible que par 2 ou par lui-même. Donc un nombre un peu incassable, un diamant, si tu veux, quelque chose qu'on ne peut pas casser. Et quand tu as 91 et qu'il faut le décomposer, t'es un peu mal barré, t'es un peu désuni parce que, tu vois, 26 c'est facile, on dit allez 2 x 13 quoi. Tu prends, je sais pas moi, 32 c'est facile, hein, c'est 2 x 16, et puis c'est encore 2 x 2 fois, bon voilà, on s'amuse longtemps. Okay. Mais celui-là, tu galères un peu parce qu'il faut d'abord arriver, tu testes 2, ça marche pas, 3, 4, 5. Enfin ça veut dire que normalement quand tu t'es entraîné, quand tu t'es vraiment bien entraîné, 91 il n'a plus de secret pour toi, tu le sais. Ouais, tu sais, il y en a plusieurs des comme ça. Donc 91 en l'occurrence, 7 x 13. Maintenant écoute bien, dans une brasserie, un fût de bière de 91 litres est rempli au 5/7. Ça veut dire que tu as uniquement 5/7 du fût, hein, imagine que le fût c'est ça, tu as 5/7, c'est à peu près ça, du fût qui est rempli. Tu conseilles aux étudiants de faire des croquis ou de... Là, il n'y a même pas besoin, mais on pourrait. Oui, il faut, tant qu'à faire c'est plus sympa. Mais lorsqu'on a le temps, pas forcément. Tu sais, il y a beaucoup d'élèves qui écrivent beaucoup, hein, qui font des dessins, qui réécrivent l'énoncé. C'est une façon de lâcher la pression. De ne pas perdre le fil non plus, non? Ouais. Mais bon, tu vas voir que normalement, on n'est pas censé écrire beaucoup. Ok, t'es sceptique. Okay. Moi, je pense qu'on peut tout faire pratiquement sans rien écrire. Donc, dans une brasserie, un fût de bière de 91 litres est rempli au 5/7. Combien de chopes de 65 litres, pardon, centilitres, peut-on remplir avec le contenu de ce fût? Donc, souviens-toi, en fait, tu as 5/7 de 91 finalement, qui va nous donner le contenu qu'il y a là. Or, souviens-toi que c'est quoi 91? 7 x 13. Donc le 7 s'en va. Et ça nous fait quoi? 65 litres. Ça, c'est le contenu réel de ton fût. Or, c'est quoi la question? C'est combien de chopes de 65 centilitres je peux servir à mes clients, si je suis responsable du bar? Eh bien, ça va être bien sûr 100, parce que dans 65 litres, j'ai en fait 65 x 100 centilitres, hein. Donc j'ai effectivement 100 chopes que c'est là que tu vois quand même qu'au final, tu es obligé de... Enfin, le fait d'avoir pratiqué toutes ces équivalences, enfin, toutes ces règles, ça t'aide, enfin, finalement ça va plus vite. Oui, et puis tu vois, quelqu'un comme moi par exemple, je galère sur les hectomètres, les décamètres, parce que franchement, tu as déjà utilisé des décamètres dans ta vie, enfin voilà. Donc si tu veux quelque part, je sais que je vais galérer là-dessus, ben, je me fais un petit exercice, je me dis allez, décamètre, hectomètre ensemble, ça fait quoi? Je me fais une ambiance 3,7 décamètres fois 12,2 hectomètres. Allez, franco boulot, c'est parti. Ça fait combien de millimètres, quoi? Et je m'amuse. Parce que je sais que moi, je galère là-dessus. Donc forcément, je vais essayer à chaque fois de me poser des questions sur lesquelles je sais que je peux buter éventuellement. Combien y a-t-il de zéros dans l'écriture décimale de 2013? 2013 factoriel? Non, ça ne sert pas à grand-chose cette question-là. Elle est absolument inutile. Ceci étant dit, il faut savoir que on peut... C'est un piège qui t'est tendu en fait. C'est pas tant un piège, c'est que ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas du tout posé au Taj Mahal. Donc, on peut très bien la résoudre, mais je ne crois pas que ça servira à qui que ce soit de faire ça, parce que les factoriels, c'est programme de première. C'est pas quelque chose qui m'embête. Je veux dire, ça, je l'enseigne en prépa HEC. Mais ça n'a aucun intérêt de le faire maintenant. Donc, je pense pas que ce soit une question qui peut intéresser les candidats. On passe à la quatrième question? Allez, c'est parti. Donc, on a maintenant le périmètre d'un carré de 24 cm. C'est quoi le côté du carré? Oh, attends, j'étais pas concentré en fait. Le périmètre d'un carré de 24 cm. C'est quoi le côté à ton avis si c'est 24 cm le périmètre? Ah, le côté, c'est forcément 6. Hein. Bravo, c'est 6. Parce qu'effectivement, si tu veux un carré de 24 cm, c'est forcément 6. Plus 6, plus 6, plus 6, ça fait bien 24. Tu vois, on peut être pas concentré en fait, on loupe des choses. Quoi. Ouais. Ensuite, on te dit qu'il est découpé en 2 rectangles. Donc tu sais, tu peux pas découper comme ça, hein, en 2 rectangles. Hein. C'est forcément une ligne droite. Hein. Donc si tu te coupes en 2 rectangles, tu vas nous faire une belle petite ligne droite, qui est très jolie, et qui va ressembler à quelque chose qui permet d'avoir maintenant, écoute bien, l'un des rectangles que je vais avoir en coupant doit faire, lui, 20 cm de périmètre. Mais pour avoir 20 cm, c'est quoi? Je sais forcément qu'il y a un côté qui va faire 6, c'est pas le choix, parce que imagine que je coupe par exemple comme ça, j'ai forcément un côté qui vaut 6, qui va être celui-là en l'occurrence, et l'autre qui vaut 6,
Donc il me reste combien? Ça fait déjà 12. Il me reste 8 à partager à gauche et à droite. Donc c'est forcément ici 4, 4, 2 et 2. Parce que figure-toi donc que 6 plus 4 plus 4, ça te fait bien 20 cm. Donc le rectangle, le fameux rectangle que l'on obtient en divisant le carré en deux rectangles, dont un fait 20 cm, c'est lui. C'est lui le rectangle qui fait bien 20 cm de périmètre. Et la question, ça va être quoi? Quelle est la longueur de la diagonale du deuxième rectangle? C'est quel deuxième rectangle? C'est lui. Donc je le refais. Tu as un rectangle qui va être comme ça, avec un côté qui vaut 6 ici, un côté qui vaut 2, un côté qui vaut 2, un côté qui vaut 6. On sent venir la règle là en fait, non? Et là, non. Ce qu'il faut maintenant, regarde, c'est voir la diagonale. Alors c'est sûr que si on ne sait pas ce que c'est une diagonale, on est mal barré. Donc ça, c'est la diagonale. Et en fait, maintenant, il y a Pythagore qui nous dit quoi? Il y a Pythagore qui nous dit en fait que dans un rectangle, dans un triangle rectangle, tu as le côté que l'on cherche qui est lui, que je vais appeler x, au carré, qui vaut la somme des deux autres au carré aussi, donc 6 au carré plus 2 au carré. Ça, c'est l'ami Pythagore qui nous l'a donné il y a très longtemps. Et en fait, ce qu'on va avoir ici, c'est tout simplement que x carré égale 36 plus 4, soit x carré égale 40. Donc x vaut combien? Racine de 40. Et là, on est un peu en panique. Pourquoi? Parce que la racine de 40, on ne l'a pas apprise. Par contre, on a appris quoi? On a appris la racine de 49, qui vaut en l'occurrence 7, et on a appris la racine de 36, qui vaut 6. Donc, t'imagines bien que racine de 40 est compris entre 6 et 7, déjà, pour commencer, il n'y a pas le choix. Alors, est-ce que c'est la réponse A, on la jette, la réponse B, la réponse C, on la garde, la D et la E, tu regardes, enfin, on les jette, bien sûr. Non mais t'as pas regardé les réponses jusqu'à ce moment-là en fait. Pas besoin. Tu veux regarder les réponses avant? Non, là, j'avais pas besoin parce qu'on me demande une longueur. T'as raison, j'aurais pu C'est le premier moment où tu regardes les réponses, là? Ou t'aurais pu regarder avant en fait? Tu as raison, moi je demande à ce qu'on lise les réponses avant, ou du moins qu'on les regarde, qu'on a un œil qui louche sur les réponses. Tu as raison, parce que imagine que la question était une longueur en mètres ou en décamètres, j'aurais peut-être pu déjà convertir un peu différemment mes données. Ceci étant dit ici, on cherche une longueur, il n'y a pas de piège au niveau des réponses. Maintenant que je suis en train de jouer avec racine de 40 que je dois forcément estimer, je suis condamné à voir mes réponses pour savoir si ça peut aller plus vite ou pas. Ok? Alors racine de 40, c'est plus proche de 36 ou de 49? De 36, forcément. Donc ça va être une réponse qui va plus tendre vers 6, entre 6 et 6,5, parce que l'écart vaut 9 ici, et l'écart vaut 4 là. Donc tu vas avoir en fait forcément un nombre qui va être plus proche de 6 que de 7, et c'est donc la réponse B, 6,3, forcément. C'est bien, parfait. Ok. Il y a une question en fait, Franck. Un peu moins vite s'il vous plaît, juste pouvez-vous reprendre les grandes étapes de cette question-là? C'est parti, avec plaisir. Alors c'est bien, il y en a qui ont leur stylo à la maison là, qui sont en train de résoudre les questions. Et on aura fini avec le calcul, on va passer aux conditions minimales après. Oui, bien sûr. Donc très rapidement, on avait au départ un carré en fait, qui fait 24 cm de côté, réflexe, 6, 6, 6 et 6. On coupe le carré en deux rectangles, je vais le couper comme ça, de telle sorte que l'on ait en fait un nouveau rectangle qui doit faire 20 cm de périmètre. Donc forcément, je sais que c'est 4 ici et que c'est 2 là, parce que je sais que si le périmètre fait 20, j'ai forcément 6 et 4, 10, 6 et 4, oui, en fait, 10. t'as 8 à répartir, quoi. Donc, de toute Exactement. façon, okay. Donc c'est forcément ce rectangle-là. On demande la diagonale, la longueur de la diagonale du rectangle qui est là. Donc ce rectangle est comme ça. J'ai 6 d'un côté, 2 de l'autre. La diagonale vaut là. Or, je sais que dans un triangle rectangle, si je cherche en fait la diagonale... Tu prends Pythagore. Bien sûr. Donc ça fait x au carré qui vaut ça au carré plus ça au carré. Ça fait donc x carré qui vaut 40. Et la racine de 40, on vient de le voir, 6,3. À peu près. Ok. Enfin là, on a du mal à imaginer comment tu peux passer de croquis, quoi. Parce que franchement... Je dis pas le contraire. Là, il faut écrire. T'as pas le choix. Mais tu vois bien que sur 3 questions, ou 4 questions, je pense qu'il y en a bien 2,5 qu'on peut faire sans rien écrire du tout. Ok, ça marche. Super. On passe aux conditions minimales. Allez, on a combien de temps là?
Bon, on a le temps qu'il faut. Allez, ça marche. Alors, les conditions minimales, je vais rappeler rapidement les grands concepts de l'épreuve. C'est une épreuve, en fait, où on va avoir un énoncé, sous forme de question, avec des informations, l'info 1 et l'info 2. La question, par exemple, on va prendre tout de suite La première, bien sûr. C'est combien Steve et Armand ont-ils respectivement d'argent dans leur poche? Question qu'on appelle ouverte. Pourquoi on appelle ça une question ouverte? Parce que tu vas avoir en fait des réflexes qui vont venir dès lors que tu identifies dans un premier temps si ta question elle est ouverte ou si elle est fermée. Or là, elle est ouverte, donc forcément, tu attends ce qu'on appelle une réponse unique. Hein, c'est Coru. Question ouverte, appel réponse unique. C'est quoi une réponse unique? C'est une seule et unique réponse. Ça veut dire que on cherche un montant et ce montant doit être immuable, irremplaçable. Je ne peux pas en trouver un autre. Dès lors, si quand tu vas analyser les informations, tu vas découvrir que la somme peut valoir tantôt 30 € pour Steve et Armand, tantôt 40 €, ça ne marche plus. Parce que tu es censé trouver une seule valeur possible pour pouvoir répondre à la question. et pourquoi tu dis que c'est immuable? Parce que toute la question, c'est ce que je peux répondre à la question. C'est vraiment un cas, d'abord, ça vient d'une épreuve américaine hein, qui s'appelle Data Sufficiency, qui fait partie du GMAT, et qui est en fait une épreuve qui a été créée en concertation avec les entreprises, qui voulait détecter déjà des futurs managers capables d'identifier les cas où on a suffisamment d'informations pour décider. Quand tu as ton stagiaire qui vient te voir et tu lui demandes « Alors dis-moi, est-ce qu'il faut, question ouverte, quel est le chiffre d'affaires de la société que tu as évalué ?»« Bah, je sais pas, je trouve d'un côté 30 milliards, d'un côté 44 milliards. » Bon, bah, en gros, tu peux pas m'aider à répondre, quoi. Donc, on peut pas répondre à la question. Ok. Donc, moi, je cherche toujours une réponse qui s'appelle unique, que je ne peux pas, en fait, sur laquelle je ne peux hésiter. Donc, maintenant qu'on a une question ouverte, tu vois là pour le coup la question, François, il n'y a même pas besoin de, pour le coup, essayer de voir si la question pose problème. Elle ne pose aucun problème, la question pour le coup. Et ce qu'on va dire très rapidement, c'est que l'information numéro 1 ici n'est pas suffisante à elle seule, parce que l'information numéro 1, c'est comme si tu veux comme un indice. C'est une information qu'on te donne, voilà. Tu as une information, analyse-la. Si l'information te permet de trouver la réponse à la question qui est posée de façon unique, alors tu peux répondre à la question. Si ça ne te permet pas, tu ne peux pas répondre à la question. Tout le concept, c'est est-ce que je peux répondre à ma question ou pas, est-ce que je suis en mesure de le faire. Est-ce que tu peux répondre à ça au passage ou pas, Franck? Alors la question c'est, avez-vous un exemple pour le contraire d'une corue? Oui, ça s'appelle une question fermée. Et cette question fermée... On va la voir ensuite. Alors, est-ce que j'ai mis une question fermée? Bah, figure-toi que... Non, mais on va en faire une après. Alors, Ok, ça marche. Alors, d'abord, je finis cette question-là. C'est Steve. Donc là, on fait l'information numéro 1. Si Steve donne 17 € à Armand, donc il enlève 17 € de sa poche, alors ils auront tous les deux la même somme d'argent. Donc c'est égal Armand plus 17. Cette équation est importante parce qu'elle n'est pas intuitive, c'est beaucoup de pratique. Quand Steve donne à Armand 17 €, il se déleste de 17 €. Armand, lui, est content, il reçoit 17 €, et à ce moment-là, les deux, ils comparent, on a la même somme tous les deux, c'est pareil. Donc c'est bien cette équation-là. Est-ce que tu peux ici trouver S et A? Tu peux pas. Impossible. Je veux dire, tu peux pas trouver S et A en même temps. Tu as ce qu'on appelle une équation avec deux inconnus, c'est juste techniquement impossible. Tu verras qu'on ne peut pas, dans le cours, on explique bien qu'on ne peut pas résoudre une équation de ce type-là avec deux inconnus, c'est impossible. Donc on dit que l'information 1 est insuffisante. Je ne peux pas répondre à la question qui m'est posée, à savoir combien est-ce que S et A ont d'argent ensemble, parce que tout simplement, je ne peux pas trouver ce que vaut S plus A, c'est impossible. Et tu es d'accord avec moi que l'argent qu'on cherche, ce n'est pas un argent de type 3S ou 2A, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Alors sache qu'il y a des réflexes dans cette épreuve-là que j'explique beaucoup dans les butage mage. Les réflexes, quand tu sais que l'information 1 est insuffisante, tu sais que tu vas, parmi les réponses A, B, C, D, E, que tu vas forcément éliminer d'office la réponse A
et la réponse D. Parce que la réponse A nous disait quoi? Que l'information numéro 1 permettait de répondre à la question, ce qui n'est pas le cas. La D disait que l'information 1, comme la 2, permettait. Sauf que la 1 ne marche pas, donc c'est fini, c'est déjà mort. On continue. Information numéro 2. Là, on te dit que actuellement Armand n'a pas d'argent. Ok. Quid de Steve? Est-ce que Steve, on me donne un indice sur lui? J'en sais rien. Or, la question porte sur Armand et Steve en même temps. Insuffisant. Si c'est insuffisant, tu vas barrer aussi la B. Tu sais pourquoi? Parce que la B disait quoi? Que l'information 2 permettait, mais pas la 1. Donc comme la 2 ne marche pas, de toute façon la B, on s'en va. Et c'est la fameuse réponse C, sur laquelle beaucoup d'étudiants se lâchent et s'amusent toujours à Ça veut dire que ça, c'est un modèle qui se reproduit pour n'importe quelle question? Toutes les questions. Oui, bien sûr. Donc systématiquement, quand la 1, tu peux pas y répondre, tu barres la bien A sûr. et la D. Okay. La A et la D, forcément. Et là, et donc c'est là que je vais quand même, après, revenir sur le fameux hasard. Là, je crois que s'il y a bien une épreuve où on peut se lâcher un peu sur la partie répondre un peu au hasard, c'est elle, parce que là, je te garantis qu'il y a des étudiants qui se tirent les cheveux, qui s'arrachent la tête, parce qu'ils ont fait l'information 1, et ils ont trouvé, il n'y a pas de souci. La 2, ils sont un peu embêtés, ils hésitent, et ils savent pas s'ils doivent répondre entre la B, la C ou la E, et ça peut valoir le coup. Parce que statistiquement, si tu as 3 réponses sur lesquelles tu peux hésiter, sur 2, 3, 4 questions, tu as quand même une chance assez sérieuse d'en choper une par hasard comme ça. Et puis, tu fais aussi jouer l'intuition, naturellement, quand tu réponds au hasard. Hein. Tu te dis, bon, allez, celle-là, je la sens quand même. Hein. Donc, si pour le coup, A égale 0, tu peux pas. Maintenant, regarde-moi ce qui se passe. Quand tu as 2 informations qui, prises seules, ne marchent pas, tu fais ce qu'on appelle un recoupement. Tu es d'accord avec moi? Je vais par exemple avoir une information sur le chiffre d'affaires sur le PIB du Brésil sur Internet, le PIB du Brésil dans une source qu'on m'a filée comme ça à la main. Je vais faire un recoupement, je vais voir si ensemble je peux voir si j'arrive à recouper les choses. Là ensemble, il se passe quoi? Tu sais que A vaut 0. Donc si A vaut 0, ça veut dire que S moins 17 égale 0 plus 17. Autrement dit, S moins 17 va être égal à 17. Donc ça veut dire que S vaut 17 plus 17. 34. Parce que quand tu mets celui à la barre, ça fait 17 plus 17, 34. Donc tu vas trouver que A vaut 0, cool. Que Steve c'est 34. Est-ce que je peux répondre à la question combien Steve et Armand ont respectivement d'argent dans leur poche? Oui. Armand a 0, Steve a 34. Donc je peux répondre à ma question en ayant mixé ensemble 2 informations qui au départ étaient insuffisantes. C'est ça qui est génial dans cette épreuve, c'est que au départ tu as 2 informations qui prises seules ne sont pas suffisantes. Mais ensemble, ça devient l'union, quoi, vraiment. L'union fait la force à ce niveau-là. Donc ensemble, ça a marché. Donc c'est la réponse C. Parce que la C stipule quoi, précisément? Écoute bien. C'est les 2 informations 1 et 2, ensemble, permettent de répondre à la question, et aucune séparément ne le peut, ce qui était bien le cas ici. Alors je vais répondre à la question d'un internaute qui nous demande ici quel est le contraire de couru. Alors c'est pas vraiment le contraire, on va dire que c'est un autre type de question qui s'appelle les questions fermées. Qu'est-ce qu'une question fermée? C'est par exemple, est-ce que P est pair? Ça s'appelle une question fermée, parce que tu peux avoir comme réponse que oui ou non. Donc forcément, c'est ce qu'on appelle comme une question fermée. Donc voilà, oui, non, noir, blanc, je sais pas moi, fille ou garçon, c'est une question qu'on appelle fermée. Alors une question fermée appelle une réponse qu'on appelle ferme. C'est quoi une réponse ferme? Ça veut dire toujours oui, toujours non. Très important ça. Parce que, en fait, figure-toi que ce qui importe, c'est pas de savoir si c'est oui ou non, limite non, tant mieux. Est-ce qu'il faut investir en Inde? Non. Tu m'as sauvé, heureusement. Si j'avais investi en Inde, je me serais cassé la gueule. Donc pour le coup, on voit bien que peu importe savoir si la réponse est oui ou non, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est savoir si je suis sûr de mon coup, si c'est toujours oui ou toujours non. Or, tu verras des fois des informations qui vont tantôt t'amener sur une piste qui va te dire oui, des fois non. Donc là, tu ne pourras pas répondre à la question. Donc on va prendre un exemple complet, ce qui veut dire que si la question est-ce que P est pair, on va commencer par quelque chose comme P carré moins 3 égale... allez, on va dire égal... non, on va dire que P carré moins 3, information numéro 1, est pair. Alors, P carré moins 3 est pair. C'est l'information, c'est l'indice qu'on te donne. Donc cette information est vraie, évidemment. Hein. Pour que P carré moins 3 soit pair, il faut quoi? Est-ce qu'il faut que P carré soit pair ou impair? C'est la vraie question. Alors figure-toi
que p carré moins 3, pour qu'il soit pair, implique forcément que p carré lui-même est impair. Pourquoi? Parce que si tu as un nombre impair moins un autre nombre impair, la réponse est forcément paire. Alors comment tu peux t'en convaincre de ça? Tu prends un exemple. 7 moins 3, ah bah ouais c'est cool, c'est pair. Si j'avais pris 8 moins 3, ça fait quoi? Impair. Donc tu vois bien que là, je suis obligé pour que mon information soit valide de prendre un p carré qui est impair. Or, tout p carré qui est impair, tu les connais. C'est 49, le carré de 7 par exemple. C'est 9, le carré de 3. Ça va être 81, le carré de 9. Tout carré qui est impair donne forcément ensuite un p qui est lui-même impair. Et là, regarde ce qui est marrant. C'est que la réponse est, tu trouves ici que p est impair. Beaucoup de candidats vont dire on ne peut pas répondre à la question parce qu'ils croient qu'il faut que ce soit oui. Mais tu vois bien qu'ici, on est condamné à dire que p est impair, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, est-ce que p est pair? François, la réponse est non. Et j'en suis sûr et certain, c'est une loi valide éternelle, ça qu'on ne peut pas du tout toucher. Donc là, je peux répondre à la question, et je réponds non. Et donc l'information sera suffisante. Et tu garderas la réponse A ou la réponse D. En fait, ce qui est cool, François, quand tu as l'information 1 qui est suffisante, c'est qu'il ne te reste que la A ou la D finalement derrière. Ok, donc tu veux prendre un risque. Mais bien sûr, bien sûr. Certes, mais tu as quand même moyen de trancher après. Après, tu vois la 2. Si la 2, elle marche, c'est la D. Elle marche pas, c'est la A. J'ai une question. Fait-on vraiment le recoupement en troisième étape après avoir cherché si on pouvait répondre B? Je serais tenté de tester avec les deux tant que j'ai le premier énoncé en tête. Impossible. Parce que... J'ai rien compris à la question. Alors moi j'ai compris. La question c'est spontanément... Il y a que toi pour la comprendre. La question c'est, tu sais quoi? Quand tu arrives dans un buffet, tu fais quoi au démarrage? Tu te jettes sur tout. L'être humain, il arrive, il voit des informations, il se jette sur tout. Je veux dire, il va prendre, il va commencer à jouer avec. Forcément, on est dans la vie, on est comme ça. Je veux dire, tu découvres des choses, tu connais pas, tu les regardes ensemble. Alors, je vais même dire mieux que ça à ce candidat. Je vais lui dire surtout que ma méthode qui marche bien, c'est d'abord de cacher, même aller jusqu'à cacher l'information numéro 2 quand on lit l'information numéro 1. Pourquoi? Parce que le Taj-Maj va poser des pièges qui font que je crois que la 2 et la 1 sont forcément complémentaires. On dirait vraiment qu'ensemble, tout va marcher. Si tu veux, c'est un peu le côté, je prends tout ce qu'il y a et puis forcément, je trouverai bien quelque chose. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Il faut faire des choix et il faut donc cacher l'information numéro 2 pour ne voir que l'information numéro 1, pour ne pas se laisser influencer. Donc, commencer. En gros, ce que dit ce candidat, c'est quand j'ai la question, autant tout de suite aller sur le recoupement d'informations, qui est la fameuse troisième étape de la réponse C. Pourquoi pas? C'est une méthode. Mais je n'y crois pas une seconde, parce que, encore une fois, tout le but du Taj-Maj, ça va être de vous amener quelque part à vouloir toujours les mettre ensemble, alors qu'en vérité, très souvent, ça peut être ou la A, la B ou la D, autrement dit des cas de figure où l'une et l'autre ou l'autre sont prises seules suffisantes. Donc ça, c'est important de ne pas jouer à ce jeu-là. D'ailleurs, il y a un cas qui est assez original, que je ne vais pas traiter forcément ici tout de suite. Mais il nous en reste 3 en plus. Hein, vois-tu, ce qui se passe très souvent, c'est que quand tu fais l'information numéro 1, tu fais quoi? Imagine de la géométrie, tu fais un petit schéma comme ça, et tu t'amuses avec. Donc voilà, je sais pas, tu as ça, et tu as un angle ici. Bon. Information numéro 1, insuffisante. Information numéro 2, qu'est-ce qui va se passer? On va te filer par exemple la longueur qui est là. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas dire, bah ouais, l'information numéro 2 me donne 4. Et donc tu vas implémenter ce 4 dans le cadre d'un schéma qui était consacré à l'information numéro 1. Et tu vas dire, je peux répondre. Mais tu peux pas, parce que l'information 2 seule, en fait, elle ne marche pas. Et tu vas prendre ce dessin comme élément qui te sert de réflexion alors que tu n'es pas censé l'avoir vu, cette information-là. Il y a un travail qui est extraordinaire en conditionnement, c'est de faire abstraction totale de l'information numéro 1. C'est très dur quand tu fais cette information numéro 2. Ok, donc tu conseilles vraiment finalement de te focaliser sur la... Bien sûr. Question numéro 2. Question superbe. François est né au XXe siècle. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien.
Donc 1940, 1960. Quelle est, on va dire 1980 pour toi, quelle est l'année de sa naissance? Donc l'année de sa naissance, c'est bien sûr 1932, 1974, 1980. C'est ça une année de naissance. Donc question ouverte ou fermée? Question ouverte bien sûr, il y a plein de possibilités. Donc je cherche une année unique. Information numéro 1. L'année de naissance de François est le carré d'un nombre. Ok, donc là on se dit quand même, je suis pas gâté quoi. Un carré comme ça, c'est-à-dire que faut que je cherche un nombre entre 1000 et 1980. Entre Surtout 1900. que les carrés, tu les as appris, tu as appris les carrés de 15, Mais de tu les 20, connais pas les carrés qui C'est vont ça. jusqu'à 1900, Ok. tu les connais pas. Par contre, ce que tu sais, c'est que tu peux évaluer un petit peu la chose. Alors tu sais que le carré de 10 c'est 100, que c'est trop petit, donc je vais grossir un peu le trait. Tu sais, c'est comme le jeu là qu'il y a sur la une le soir là, c'est tu sais, tu cherches par où tu as une cagnotte à la fin à gagner là. Donc en gros, juste prix. Donc en gros, tu vas jouer un peu à ce jeu là. Le carré de 50, c'est quoi? C'est 2500, parce que 50 x 50, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Ouais. Alors tu dis, ah, trop gros, donc tu cherches plus petit. C'est là que tu t'embrouilles un petit peu généralement au juste prix, ça fait 1600. Là, pour le coup, tu dis, ah, trop petit, on prend le milieu, allez, 45 au carré. Bon, il y a une méthode qu'on ne verra pas maintenant, c'est une méthode un peu originale et que je réserve à mes étudiants. Mais en gros, on va dire que 45 au carré, c'est 45 x 45. Et bon, tu trouves en gros quelque chose qui vaut 2025. Ah, je suis pas très loin là. On y va. 44 au carré. On pose la multiplication. Donc il faut être bon en calcul mental. Il faut s'entraîner à poser des multiplications, des divisions. Ça fait quoi? Parce que déjà, le 45 au carré, il est pas évident à trouver, quoi. Ah, ça va, 2 chiffres fois 2 chiffres, quoi. Et on va dire que c'est la question difficile du moment, quoi. 1936. Regarde bien. Le carré de 45, 2025. Le carré de 44, 1936. T'as quand même un trou d'air important, hein. T'es pas passé de 2025 à... Certes, mais enfin bon, tout le monde l'aurait pas trouvé, le carré de 44. Hein. Mais moi, je l'ai trouvé comment? Je l'ai trouvé en posant une multiplication, François. Ok. Je vais pas tout faire non plus les étapes. On pourrait s'amuser à faire une multiplication, si tu veux. J'ai pas envie. Donc je la fais pas. Et en fait, on trouvera à la fin 1936. Et là, tu te dis, attends, l'écart entre 2025 et 1936, c'est quand même assez conséquent. Donc j'imagine que 43 au carré, ça fera un truc en dessous de 1900. Donc qu'est-ce que tu retiens de ça? Parce que la seule année carrée du XXe siècle, scoop, hein, 1936. C'est la seule année qui est un carré. Donc, quel est l'âge de François? Pardon, l'année de naissance de François? Je peux répondre de façon sûre et certaine, de façon unique, 1936. C'est la seule réponse possible pour cette question au vu d'information numéro 1. Donc, je vais garder bien sûr la réponse A et la réponse D. Deuxième information, la somme des chiffres de l'année de naissance de François vaut 19. C'est insuffisant, regarde. On peut trouver plein de choses. On peut trouver par exemple 1936, naturellement, on vient de le trouver. Information numéro 2. Ou 1963, j'ai inversé les deux chiffres. La somme fait combien? 19. La somme fait combien? 19. Je ne peux pas répondre car j'hésite entre les deux. Réponse A pour la question numéro 2. Et tout ça en combien de temps? Question qui m'a pris, je pense, 2 minutes, on va dire. Et tu penses qu'on peut arriver à 2 minutes sur cette question? Parce qu'on n'a pas le choix, tu vas me dire. C'est ça le problème. Ouais, sauf que tu as des questions qui te prendront beaucoup moins de temps. Question numéro 3. A et B sont deux antinaturels. Que vaut A moins B? Antinaturel, c'est 0, 1, 2, 3, c'est quand on compte en fait. 25, 27, 102, 103. Très important ça. Combien vaut A moins B? Ça, c'est la question qui est posée. Information numéro 1. A carré égale B carré. Sache que l'information 1 est suffisante. Pourquoi? Si A carré égale B carré et que A et B sont des antinaturels, tu es obligé de dire que ça implique que A égale B. Il n'y a pas le choix. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils sont antinaturels. Parce que si ce n'était pas antinaturel, tu aurais pu avoir le cas A égale B ou A égale moins B. Exemple. Donc, qu'est-ce que tu appelles antinaturel? Tu peux le répéter? 0, 1, 2, 3, des nombres entiers positifs. Donc par exemple, 2 au carré, c'est 2 au carré. 4 au carré, c'est 4 au carré. Donc tu vois, tu es obligé pour que ça marche ton histoire ici, d'avoir 2, 2, 4, 4.
Regarde les matheux comme ils sont parfois pris au piège. Les bons matheux, quoi. Les bons économistes, les bons ingénieurs. Qui lisent pas antinaturel. Ouais, gros piège, trop facile, A carré égale B carré. On peut prendre par exemple 2 au carré qui vaut effectivement 2 au carré. Donc dans ce cas-là, ça fait bien A égale B. Mais regarde ici. Tu peux aussi prendre dans ce cas-là moins 2 au carré égale 2 au carré. Ça marcherait bien. Moins 2 fois moins 2, ça fait bien 4. 2 fois 2, 4. Et dans ce cas-là, tu n'as pas A égale B, mais plutôt, on va dire, moins A ou A égale moins B, quoi. C'est le contraire, forcément. A, c'est moins B, quoi. 2, c'est moins 2. Donc en fait, quand c'est des antinaturels, la seule possibilité pour que ton information ici fonctionne, soit valide, c'est que A soit égal à B. Or, si A égale B, tu as forcément A moins B qui vaut combien? Si A égale B, A moins B vaut 0, bien sûr. Donc je peux répondre à ma question, car la question c'était que vaut A moins B? Bah ça vaut 0. Pas mal. Information numéro 2. Également suffisante. Je te laisse lire la question. Exactement, bravo, facile celui-là. Du coup, tu rattrapes les 2 minutes de la question précédente. Excellent, très bonne remarque, merci. Info numéro 2. A plus B égale 0. Ça, c'est encore plus rapide. Pour avoir ce truc-là, est-ce que tu peux raisonnablement avoir autre chose que 0 et 0? C'est impossible, pourquoi? Parce que les deux, ils sont positifs et entiers. Donc tu ne peux pas avoir autre chose que 0 et 0, parce que pour avoir A plus B qui vaut 0, tu ne peux pas avoir moins 2 plus 2, moins 3 plus 3, moins 10 plus 10. Tu es obligé d'avoir 0 plus 0, tu n'as pas le choix. On sent quand même que dans tout ce qu'on voit là maintenant, tu as quand même beaucoup de choses qui sont faites pour t'induire en erreur, quoi. Enfin, au final, c'est quand même juste pour semer la confusion. Exactement. Et surtout que ceux qui lisent trop vite l'énoncé par rapport au fait qu'ils étaient antinaturels étaient vraiment mal barrés. Tu vois, quelqu'un qui lit vite A et B, qui ne voit pas que c'est des antinaturels, c'est fini, c'est terminé. Parce qu'en plus, tu sais quoi, ce qu'on t'apprend dans certains ouvrages, c'est qu'on te dit ah, une équation, deux inconnus, impossible. Là, c'est possible. Parce que une équation, deux inconnus, impossible, dans quel cas? Dans le cas, et ça, les bouquins ne le disent pas, c'est le cas des inconnus réels. Une inconnue réelle, ça veut dire tout possible. Pi, moins pi, ce que tu veux. Moins 4, ou racine de 7, ce que tu veux. Or là, on n'est pas dans le cas des inconnus qu'on appelle réels, mais des inconnus qui s'appellent entières. On a affaire à A et B qui sont des entités naturelles. Donc forcément, on peut trouver des choses en l'occurrence ici. C'est 0 et 0, il n'y a pas le choix. On ne peut pas trouver autre chose pour A et B. Et là, pour le coup, on va avoir A moins B qui vaut donc 0, avec A qui vaut 0, B qui vaut 0. Ok, t'entends Franck, c'est pas assez pointu. Répondre 2 au carré. Je Non, comprends non, pas. non, mais c'était celle-ci, oui, c'était celle-ci qui est passée. Ok. C'est pas assez dur ce que tu fais en fait, Franck. Ah, bah, c'est que c'est un bon candidat. Ok, question suivante. Et tant mieux. Alors, il trouve quoi la question suivante, l'internaute? Ça m'intéresse. Allez, non, allez, qui me donne? La 4, il trouve quoi? Alors, juste un peu réfléchir sur la 4. Allez. Réfléchir 2 secondes. Audrey est plus âgée que sa sœur Danielle. Quel est son âge? C'est Grand Chelem qui a dit que c'était trop facile. Allez, Grand Chelem. Non, mais il a raison, il est ambitieux. Il cherche à avoir 15 sur 15, il a tout à fait raison. Ok, il y a une autre question, juste, Franck. Alors, je ne crois pas qu'on puisse réussir avec un mois d'entraînement. Moi, j'ai préconisé plutôt 2 mois que 1 mois. Il y a du travail, mais ça, je n'ai jamais caché à personne. C'est vrai que quand tu sens quand même tous les mécanismes, on sent qu'il y a quand même des mécanismes. Ouais, mais tu vois, François, là, je suis obligé de faire un peu de vente de la prépa. Je suis désolé d'en parler. Mais c'est important parce que je crois que c'est aussi notre rôle à la prépa de mettre justement dans un même. On imagine que tu l'as pas monté pour rien en fait. Non, mais c'est important. Parce que quelque part, tu es obligé de dire aux étudiants la vérité. C'est que tu as des étudiants qui vont avoir besoin clairement d'une prépa. Parce que dans ce moment-là, on va vraiment passer du temps. Tu vois, nous, on fait des stages de 2 jours qui durent 18 heures. On fait des stages sur 1 semaine qui durent 35 heures. Et pendant ce temps-là, tu as le temps de voir. Mais surtout que sur les conditions minimales, en plus, tu sens bien que, il y a peu de choses visuelles, quoi. C'est quand même des trucs qui troublent vraiment. Moi, je sais que personnellement, ça me trouble énormément de voir des A, des B, des lettres. Je suis d'accord. Ça me parle pas, quoi. Donc Il faut de l'entraînement.
Il faut de l'entraînement. Il faut également être bien accompagné. Et puis je crois qu'il y a un moment donné où on va pas au Taj Mahal dans les poches, on le sait déjà de toute façon. Ok, bon, Grand Chelem était à la ramasse, en fait il a toujours pas répondu. C'est pas grave, on y va. Donc la 4. Allez, on passe à la question. Audrey est plus âgée que sa sœur Danielle. Quel est son âge? Un âge, c'est une question qu'on appelle ouverte. Et un âge est un entier naturel. On le sait ça maintenant. Et si on ne le sait pas, au travail. La 1. Le produit des âges de Audrey et de Daniel donne 396. Là, c'est l'entraînement, François. Parce que tu ne peux pas te permettre de dire, ok, à fois c'est fini. C'est pas fini, tu sais pourquoi? Oh, c'est assez simple ça quand même. Ce que tu as posé là. Oui, d'accord, mais est-ce que tu peux trouver les âges de l'âge de Audrey avec ça? Sachant que Audrey est plus âgée que Daniel. Est-ce que tu peux, avec l'information numéro 1, trouver la réponse? Intuitivement déjà pour commencer. Oui ou non? Je dirais que oui, mais... Non. Mais non. Intuitivement, tu dis qu'il y a quand même plein de façons. Mais je préfère ton oui parce que ton oui veut dire quelque part. C'est un oui pédagogique, je fais exprès. Non, mais c'est un oui qui est un oui malin. Parce que c'est un oui qui, en fait, te donne à penser, en tout cas à un prof comme moi, que tu fais du Taj Mahal correctement. Parce que quelque part, ça veut dire que tu te laisses pas entraîner par une espèce de bon sens un peu trop facile qui marcherait pas en vérité. Ok, t'es rassurant, c'est bien, merci. Maintenant, regarde, si tu avais eu, en fait, autre exemple, je prends autre chose, qui n'a rien à voir. S fois T qui vaut 91. Souviens-toi, 91, c'est quoi? Tu te souviens ou pas? 13 fois 7. Allez, 7 fois 13, ou 13 fois 7. Sauf qu'on sait que l'autre est plus grand que l'autre. Ça veut dire que l'un est plus grand que l'autre. Donc tu aurais dit quoi? Je ne peux pas répondre à ma question. C'est qui le plus âgé? En l'occurrence, c'est Audrey. On demande son âge, ce sera 13 la réponse. Donc on voit bien que là, ça marche. Là, ça marche pas, regarde. Parce que tu vas avoir en fait ici plein de possibilités. T'es prêt? Allez, ça fait quoi? Ça fait par exemple 1 fois 396. Bon là, à part Mathusalem et encore, ça marche pas. Daniel peut avoir 396 ans, c'est impossible. On continue. 2 fois 198. Daniel est très vieille. Impossible. Là, c'est le bon sens. En gros, un Français ou un Japonais, il vit jusqu'à 120, 123 ans. Quoi. On continue. Divisible par 3, bien sûr. 3 fois quoi? 3 fois 132. Trop âgé, impossible. Donc déjà, ces cas, tu les prends même pas. C'est même pas des cas que tu peux envisager de toute façon. Parce que le bon sens t'interdit de dire que Daniel peut être aussi vieille. C'est impossible. On continue. Divisible par 4, la réponse est oui. C'est divisé par 4. 99. Ah, pas mal. Mais sauf qu'elles sont sœurs. Donc à part si elles ont une mère. Et sœurs, ça veut dire des vraies sœurs, c'est pas des sœurs, demi-sœurs. Donc des sœurs quoi. Même mère, mais pas. Donc à part s'il y a une maman tout d'un coup elle s'est réveillée à 104 ans, elle a refait encore un gosse derrière, c'est impossible. Donc pour le coup, on continue, ça marche pas. Allez, aide-moi. Donc tu vois déjà les cas ils sont pas forcément très. Là. Par 5 c'est impossible, c'est pas divisé par 5. Par 6, oui, 66. Là encore le problème de sœurs, on peut pas être sœur avec un tel écart d'âge. Attends mais le 66 toi tu l'as trouvé mais enfin... François, je peux pas dire que le Taj c'est facile, encore une fois. Je veux pas simplifier les choses outre mesure. C'est du calcul mental. C'est-à-dire que quelque part, il faut vraiment se dire est-ce que je suis prêt à arriver au Taj Mahal avec ce qu'il faut de calcul mental en tête. Or, quand tu dis que c'est divisible par 6, tu dois chercher 6 fois vaut 396, et en l'occurrence, c'est 6 fois 66. On avance. Par 7, ça marche pas. Par 8, ça marche pas non plus. Par 9, est-ce que c'est non? Par 10, par 11, oui. C'est 11 fois. Alors, 396 par 11, on y va, on se le fait ensemble, allez, histoire de dire que je pose des divisions. Ça fait 3, ça fait 6, ça fait 6, donc 36. Ok? Et par 12 pour terminer, fois 33. Et c'est fini. Regarde bien, François. Aussi bizarre que ça puisse paraître, affoder vos 396, finalement, donne lieu à 2 cas possibles. C'est le cas où l'une vaut 11 et l'autre 36. Avec une maman qui a attendu 25 ans quand même pour refaire un enfant. Mais c'est plausible. Elle a eu son premier gosse à 16, le deuxième à 41. Pourquoi pas? 12 à 33, deuxième cas possible. Est-ce que je peux répondre à la question ici? Évidemment non, parce que quel est l'âge de Audrey? En l'occurrence ici, c'est ou 36 ou 33. Je ne peux donc pas répondre à la question. Mais on aurait presque pu croire... Tu te rends compte que là, quand même... Ça prend du temps, François, bien sûr. Mais attends, ça prend du temps. Mais là, tu t'es arrêté à 12 fois 33. Ah, quelqu'un qui veut continuer? mais toi, tu sais que tu t'es arrêté là, en fait. Mais c'est pourquoi ça marche pas? Parce que 13, tu peux pas. En fait, 13, c'est
Ah, ok. Bon, ça après c'est long à expliquer. Parce que ça c'est quoi 12 en fait? C'est 2 fois 2 fois 3. Et 33 c'est 3 fois 11. Donc de toute façon, tu n'aurais jamais pu avoir quelque chose d'autre que une composition de 2, 3 et 11. C'est-à-dire que tout est entre 2, 3 et 11. Donc par exemple 13, qui n'est pas une composition de 2, 3 ou 2, 11, 3, 11, était impossible. 14 non plus, 15 non plus. Tu es obligé d'avoir une composition de 2, 3 et 11. Mais après voilà, j'ai pris une question assez difficile. Donc là pour le coup, on voit bien que la 1 est complètement insuffisante parce que tu ne peux pas trouver pour Audrey une seule réponse possible, tu en trouves deux en fait en l'occurrence ici. Information numéro 2. L'âge de Daniel est un nombre premier. Pris seul, une information qui est complètement insuffisante parce que tu peux imaginer plein de réponses possibles pour Daniel. Donc pour le coup, c'est insuffisant au niveau de la 2. Et on voit bien qu'on ne peut pas répondre à la question ici. Ensuite, quand on les met ensemble, il se passe quoi? Daniel, souviens-toi que si c'est un nombre premier, c'est ou 11 ou 12. Or, 12 n'est pas un nombre premier. C'est 11 qui est un nombre premier. Donc le cas maintenant sur lequel je vais m'appuyer en combinant les deux informations ensemble, ça va être 11 fois 36, auquel cas Daniel a 11 ans, et Audrey a 36 ans. Et je peux répondre à ma question, à savoir que Audrey a 36 ans. Donc, ensemble, je peux répondre à la question, et c'est donc la réponse C pour la question 4. 2 minutes, t'imagines le défi en fait. Enfin, Faut s'entraîner. Faut s'entraîner. T'en as perdu le stylo. Faut s'entraîner. Je crois sincèrement que. En fait, tu veux juste nous foutre les boules pour qu'on vienne en prépa, en fait, c'est ça. Tant mieux si tu penses comme ça. Non. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de quelque part. Ben voilà, t'as un candidat qui disait est-ce que c'est pointu? Est-ce qu'il y a des questions vraiment pointues? Merci. Est-ce qu'il y a des questions vraiment pointues? Non. Les questions peuvent prendre plus ou moins de temps. Or là, on va avoir une question qui prend du temps, mais cette question, en fait, c'est pas sautage mage. Parce que là, tu sais où tu vas, en fait, mais il y a plein de personnes qui... Enfin, tu vois, tu sais pas où tu vas en conditions réelles. Tu sais où tu vas t'arrêter, C'est l'entraînement, François. Encore une fois, quand tu es arrivé déjà ici à 4 x 99, normalement, tu es censé écrire 2 x 2 x 3 x 33, donc 3 x 11. Enfin, tu sais... minutes, quoi. Je sais. Tu sais que tu ne pourras pas faire autre chose. Alors la question c'est pourquoi seulement 2, 3 et 11? Très bonne question. Parce qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est que quand on décompose un nombre, en fait, hein, comme 380. Ouais, je sais, je dois apprendre mes tables, mais... Ah, mais il y a du boulot, j'ai jamais caché. Je suis là Souviens-toi qu'au premier live, tu m'as demandé combien de temps il faut minimum incompressible. C'est 60 heures de travail. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Et j'ai des candidats qui mettent 120 et qui prennent 130. En 120 heures, on fait le tour de la question. C'est l'entraînement après. 396. Alors déjà, c'est 2 fois quelque chose. Pourquoi? C'est un nombre divisible par 2. Donc 2 fois... c'est comme 400. 200, mais c'est trop. Donc je prends 198. Est-ce que c'est divisible par 2, ça? Bien sûr. Donc ça fait 2 fois 2 fois 99. Tu sais, François, ne te méprends pas. J'ai plein d'élèves à la prépa qui te font ça aussi vite que moi. Hein. Donc, faut pas croire que les gens ils sont nuls. Les gens travaillent et ils ont quand même une tête bien faite. Ils veulent faire quand même du business. Ils veulent arriver dans un monde où il va falloir très vite en DG d'affaires estimer une part de marché, estimer un chiffre d'affaires, estimer une rentabilité. On peut pas arriver à c'est quoi 5% de 1 million. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même qu'ils soient un peu là à se dire que je suis un futur directeur général, un futur directeur commercial. Faut pas que j'arrive en étant complètement nul en calcul mental. Quoi. Ok. On continue. Non mais c'est important de le savoir. 3 fois 33. Pourquoi? Parce que 99, quand je le décompose maintenant, en fait, non, plus simple. Okay, 9 fois 11. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est assez intuitif, quoi. 99, 9 fois 11. Maintenant, est-ce que 2, je peux le simplifier encore? Je peux pas. Est-ce que 11, je peux le simplifier encore? Je peux pas. Je peux pas le décomposer encore, parce que 11, c'est un nombre premier. 2, c'est un nombre premier. C'est-à-dire qu'un nombre premier, c'est un nombre incassable. Je peux pas le décomposer. Tu peux pas décomposer 2 ni 11. Il reste donc 9 à décomposer. C'est quoi 9? 3 fois 3. Donc, quand on a décomposé 396, quand on a décomposé, on a fait ce qu'on appelle une décomposition unique en facteur premier. Je ne sais pas si tu sais, mais 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 11, c'est ce qu'on appelle l'ADN, hein, la carte génétique de 396.
Tu sais que ce nombre-là ne pourra jamais s'écrire autrement que par 2 fois 2, fois 3, fois 3, fois 11. C'est son code sécu, quoi, si tu veux. C'est son numéro de sécu. Et maintenant, si tu veux t'amuser à exprimer 396 d'une autre façon, tu ne pourras le faire qu'avec 2, 3 et 11. Tu ne pourras jouer qu'avec ce nombre-là. C'est pour ça qu'après, tu peux t'amuser à faire 2 fois 2, 4, fois 3 fois 3 fois 11. Tu peux faire 2 fois 3, 6, fois 2 fois 3 fois 11. Tu peux faire plein de choses derrière. 18 fois 22. Alors, est-ce qu'on peut prendre 18 fois 22 ? Effectivement, on peut. Oui, on peut. On aurait pu. Mais est-ce que c'était nécessaire ici ? En fait, non. Alors, j'ai gagné une étape. Mais c'est une très très bonne remarque, parce qu'effectivement, je n'ai pas pensé à ce nombre-là. Chapeau. Mais pourquoi je me suis arrêté là ? Parce que j'ai quand même une bonne raison de ne pas avoir pris ce cas-là. Non, j'ai une bonne raison. C'est que dès lors que j'ai trouvé 2 cas de figure, souviens-toi, on avait trouvé 11 fois 36 et 12 fois 33. Je suis arrivé déjà à 2 cas de figure possibles, qui étaient 2 cas de figure qui me permettaient déjà de dire que c'était insuffisant. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'avoir non plus 15 cas, 15 exemples pour conclure. Là, je pouvais déjà conclure, en fait. Avec 2 cas, je répondais, je ne peux pas répondre à ma question avec l'information numéro 1. Donc, j'aurais pu creuser un peu plus, mais comme j'ai 2 cas, ça suffit largement. Maintenant, est-ce que je prenais un risque ? Parce que la vraie question, c'est quoi de ce monsieur ? Ou de cette dame, peu importe, cet étudiant. La vraie question qui est derrière ça, c'est est-ce que je n'ai pas oublié un cas qui aurait pu me dire je ne peux pas répondre à ma question ? La réponse est non, parce que mine de rien, j'avais en tête, en décomposant au fur et à mesure, cette combinaison 2 fois 3 fois 3 fois 11, et je savais bien quelque part que le nombre premier qu'on cherchait, c'était 11, parce que c'était le seul qui permettait de composer avec autre chose derrière. Donc, il n'y avait pas de risque de trouver autre chose derrière. Ok Franck, on a traité les 4 questions, oui. De conditions minimales, pardon. Oui. On va plus ou moins s'arrêter là en fait. C'est qu'on a largement débordé. Écoute, tant mieux. On a largement débordé. Voilà, donc vous allez voir que faire des maths à 10h du soir, c'est pas très grave. Ok. D'abord, merci Franck pour ces éléments. Enfin, je pense que c'est voilà. Je pense que ça a peut-être fait flipper quelques personnes, j'en sais rien. Moi en tout cas, pas tout, ça pas rien qui trouvait ça facile. Certains ont trouvé ça facile. En tout cas, ça a été ludique. Dans tous les cas, ça a été ludique. Merci d'avoir mis ton savoir-faire. De nous avoir donné envie en tout cas de rentrer dedans. Enfin, je sais pas si ça a donné envie, si ça a effrayé. Enfin, dans tous les cas, on aura compris que tout ça, c'est quand même pas mal de mécanismes et qu'il faut s'y mettre, mine de rien, assez tôt. On se donne rendez-vous bientôt pour 2 autres épreuves. J'ai plus la date en tête, en fait. Elle me vient plus, mais je crois que c'est courant décembre ou janvier, je sais plus très bien. On va me la donner, mais en tout cas, Pardon ? C'est le 2 janvier ? Oui. C'est le 2 janvier à 21h. Donc on se retrouve pour les 2 épreuves. C'est bien, juste 2 janvier, quoi. Juste ça, t'as trouvé. Voilà, c'est très gentil. Merci beaucoup à la personne qui a écrit ça. Je suis pas très maths, mais j'aurais aimé faire des maths avec le garçon qui est au tableau. Donc, merci à vous en tout cas. Ok, je pense que l'heure du repos est venue. Il est plus de 22h. On va tous aller se coucher. Merci. Et bon courage en tout cas à tous. À plus tard. Ciao.